Alors, qu'est-ce que c'est que le Mexique? Qu'est-ce que j'appelle bon, vous avez compris que les trésors, parce que j'ai appelé ça les trésors du Mexique ancien, je ne vais pas vous parler de pièces, de bijoux, d'or, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais de toute façon, tout a été pillé et fondu, pour la plupart. Donc, les trésors du Mexique ancien, c'est les trésors de pensée. Les trésors mythiques, les trésors qu'on va trouver dans leur représentation du monde, dans leur codex, enfin, voilà, c'est ça, les trésors du Mexique ancien. Et Mexique ancien, c'est le Mexique précolombien, c'est-à-dire la multitude de cultures et de civilisations qui vont se développer, qui ont au moins 3000 ans d'existence à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui vont se développer dès le premier millénaire avant Jésus-Christ, et même parfois au deuxième, et qui vont occuper tous ces territoires qu'aujourd'hui représente le Mexique, depuis la frontière avec les États-Unis, donc le nord du Mexique, jusqu'à les hauts plateaux, cette fameuse péninsule du Yucatan qui plonge dans l'Atlantique, le Guatemala, donc Mexique, Guatemala, le Belize, qui est un petit pays qui a été anglais pendant longtemps et qui aujourd'hui est plus ou moins autonome, et puis le Honduras, le Salvador, disons à peu près les pays aujourd'hui concernés par ces civilisations sont ceux-là, le Mexique, Guatemala, Belize, Honduras et Salvador. Bon, après vous regarderez une carte, là j'ai pas pu, et le Belize. Belize, bon ça c'est peu connu parce que c'est vraiment tout petit, c'est une toute petite portion de terre qui a été d'ailleurs ensuite peuplée par des peuples noirs, donc c'est aussi vraiment intéressant d'y aller parce que c'est encore un métissage un peu particulier. Voilà, alors c'est une immense zone avec des dizaines de milliers, au moins de milliers de sites archéologiques qui ont été répertoriés, pas forcément tous étudiés, mais au moins répertoriés, beaucoup étudiés par les instituts d'archéologie américaines, mais par les Français aussi, et qui recouvrent des caractéristiques géographiques extrêmement différentes, puisque là, dans cette ère de la Mésoamérique, ce qu'on appelle la Mésoamérique, c'est-à-dire l'Amérique centrale en fait, et vous avez des hauts plateaux, vous avez des civilisations qui culminent, des cultures qui culminent à plus de 2500 mètres d'altitude, donc vraiment des hauts plateaux. Vous avez de la jungle tropicale, notamment au Guatemala, dans le sud du Guatemala. Vous avez une plaine tout à fait calcaire dans la péninsule du Yucatan. Enfin, vous avez un peu toutes les caractéristiques géographiques et donc climatiques, depuis les plus hauts plateaux jusqu'aux jungles inextricables du Guatemala et d'une partie aussi du Mexique. Alors, la recherche sur ces civilisations, il faut le savoir, elle est relativement récente par rapport à d'autres civilisations comme l'Inde, comme la Chine ou comme l'Égypte, qui ont quand même quelques siècles d'investigation. Pour le Mexique précolombien, et aussi pour toute la partie du sud, mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui, la partie andine, avec le Pérou, le Brésil, le Chili, mais qui vont avoir des développements aussi assez parallèles. Là, la recherche, l'investigation est beaucoup plus récente, disons qu'elle date à peu près du XXe siècle. Même s'il y a des fouilles qui ont été commencées à la fin du XVIIIe et qu'on a déjà trouvé un certain nombre de trésors fin du XVIIIe, on peut dire que vraiment ça s'est développé durant le XXe siècle. Vous voyez, c'est tout récent, avec des investigations faites par des chercheurs européens, mais aussi beaucoup sur place, par des instituts, notamment au Mexique, autour des grands musées, notamment le musée anthropologique de Mexico, qui est une merveille, et donc des recherches importantes pour, bien sûr, défricher des sites archéologiques, retrouver un peu des survivances de ces civilisations, mais aussi pour mieux
comprendre de l'intérieur ces civilisations, alors que pendant quand même quelques siècles, on a perçu ces civilisations que par le prisme des conquérants espagnols. Puisque comme beaucoup de choses ont été détruites, et notamment toutes leurs bibliothèques de codex, c'est-à-dire de livres, ont été détruits, brûlés par les conquérants, et parfois même par les locaux qui avaient peur de l'inquisition espagnole, il est évident que les seuls, au début, au 18e, 19e, les seules sources que nous avions, c'était les fameuses relaciones, c'est-à-dire les récits des conquérants espagnols. Certains plus intéressants, peut-être un tout petit peu plus objectifs, entre guillemets, que d'autres, mais c'était la source principale. Et évidemment, vous savez, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Et donc, c'est vrai que pendant longtemps, on a eu une certaine vision de ces civilisations vues, transmises par les conquérants, par les Espagnols, qui, eux, outre leur soif de conquête et de pillage matériel, allaient là-bas pour évangéliser, pour apporter la religion chrétienne, en considérant tous ces peuples comme des gens inférieurs. Puisque vous connaissez la fameuse controverse de Valladolid, est-ce que ces gens ont vraiment une âme? En tout cas, il y avait beaucoup, disons, peu d'état d'âme, pour considérer que toutes leurs connaissances, toutes leurs croyances étaient de la superstition, étaient des choses qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt par rapport à l'apport qui était fait par les conquistadors. Et donc, depuis le XXe siècle et aujourd'hui, on réapprend, enfin on redécouvre beaucoup de choses sur ces civilisations, la richesse de leur vision, la richesse de leurs textes, de leurs mythes, de leurs connaissances, et qui n'a rien à envier aux autres civilisations. Donc ça bouge beaucoup, même si les crédits, les budgets sont un peu limités aujourd'hui pour continuer les fouilles et les sauvegardes de tout ce patrimoine, on se rapproche probablement d'une vision un tout petit peu plus juste de ces civilisations que jusqu'à maintenant, et encore aujourd'hui, on présente souvent comme des êtres un peu primitifs, avec beaucoup de sacrifices humains. Vous avez sûrement entendu parler des sacrifices humains chez les Mayas, chez les Aztèques. Bon, c'est pas pour dire qu'il n'y a jamais eu de sacrifices humains dans ces cultures, parce que de toute façon, apparemment, c'est une constante de l'humanité, mais probablement tout cela a été grossi dans le but de discréditer un peu ces civilisations et pour justifier toute la conquête qui était une conquête territoriale, mais aussi une conquête idéologique et religieuse. Bon, maintenant on commence à avoir un peu de recul, et évidemment les Mexicains eux-mêmes, les Guatémaltèques, les Salvadoriens, s'attachent à étudier plus objectivement leurs racines et nous en faire profiter. Voilà. Donc tout ça est très récent, j'insiste, on sait beaucoup moins de choses encore sur ces civilisations que sur d'autres cultures, les civilisations notamment de l'Orient, mais il y a quand même un intérêt, notamment français, parce que beaucoup de Français voyagent là-bas pour ces civilisations et comprendre leur représentation et leur image du monde. Alors, ces civilisations, elles sont extrêmement nombreuses. Moi, je vais vous parler de que quelques-unes. En général, on cite les plus importantes à partir des Olmecs. La civilisation. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les civilisations du Mexique. Non, pas du tout, pas du tout. Rien, nada. Bon, okay. c'est très bien. Donc, bon, je vais vous prononcer un certain nombre de mots, de gros mots aujourd'hui, des mots barbares. Mais bon, donc, on a une sorte de civilisation mère ou matrice, en tout cas telle qu'elle est perçue encore aujourd'hui, qu'on appelle les Olmecs. Ça s'écrit Olmeq.
Q-U-E-S, Olmec, qui veut dire les habitants du pays du caoutchouc, puisqu'ils se situent dans, bon là j'ai pas de carte, mais dans le golfe du Veracruz, c'est-à-dire un golfe qui fait comme ça une courbe qui donne sur l'océan Atlantique. Donc du côté où sont arrivés les Espagnols, les Olmecs. Eux, on a trouvé des têtes colossales en basalte, des énormes têtes qui sont encore aujourd'hui assez mystérieuses, avec des traits un peu de félin, de jaguar, ou certains disent des traits négroïdes, ce qui pose un certain nombre de questions. C'est aussi mystérieux que les fameuses statues de l'île de Pâques, dont on a découvert aujourd'hui qu'il n'y avait pas que des têtes, mais il y avait des corps entiers. Bon, les Olmecs. Grande civilisation qui se développe au premier millénaire avant Jésus-Christ, mais qui apparaît comme déjà très développée, avec des villes, avec des centres cérémoniels, avec des croyances, avec un art, enfin, pas du tout une civilisation balbutiante, mais une civilisation déjà très développée. Ce qui, évidemment, pose la question de ce qu'il y avait avant. Bon, donc les Olmecs. Ensuite, on va avoir toute la civilisation qu'on appelle de Teotihuacan, qui est près de Mexico. Là, je vais vous l'écrire. Teotihuacan. C'est toute une civilisation, c'est un grand site archéologique aussi, qui se trouve à une 50aine de kilomètres au nord de Mexico. Teotihuacan, qui va être une grande civilisation, qui va se développer sur une surface très très élaborée. Et là aussi, enfin une surface très très grande avec une civilisation très élaborée et qui va nous donner beaucoup de renseignements, notamment le site même de Teotihuacan qui est tout à fait majestueux, avec grandes pyramides, des grandes allées, des temples. Ensuite, on va avoir évidemment la civilisation la plus connue, les Mayas, la civilisation Maya, M-A-Y-A, Maya, qui va se développer au Mexique, dans une partie du Mexique, mais aussi au Guatemala, enfin au Guatemala actuel, Maya. On va avoir les Toltecs, qui eux sont des pays venus du nord, Toltecs, T-O-L-T-E-Q-E-S, qui sont des pays, qui sont des peuples de bâtisseurs. Peuples plus guerriers, des bâtisseurs, des constructeurs là aussi de pyramides et de temples qui vont descendre vers le sud et qui vont faire à un moment donné ce qu'on appelle la civilisation Maya-Toltec, c'est-à-dire il va y avoir une synthèse ou une fusion des deux civilisations. Et puis la dernière, qui est en fait la plus connue parce que c'est celle qui va être en contact avec les conquistadors espagnols, mais qui est celle qui va durer le moins longtemps, qui est la civilisation aztèque. Les Aztèques, A-Z-T-E-Q-U-E-S, les Aztèques, qui vont durer 2 siècles à peu près. Eh bien, 1300, 1500. Voilà. Après. 1300. Toutes les autres civilisations, c'est avant, qui vont durer presque 1500, 2000 ans, comme par exemple les Mayas, qui vont durer très très longtemps. Et les Aztèques, qui eux vont durer très peu de temps, qui, contrairement à toutes les autres civilisations, vont adopter une structure politique d'empire, on parle de l'empire aztèque, très centralisé autour de la capitale, donc de Mexico, alors que les autres civilisations sont beaucoup plus organisées en cités, en cités-États, comme des fédérations, si vous voulez, de cités-États, beaucoup plus autonomes. Là, on va avoir une structure centralisée autour de la ville, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi la conquête a été si rapide, dans le sens où les conquistadors et Hernán Cortés arrivant à Mexico, il a été plus facile de décapiter toute cette société, puisque beaucoup d'élites, des personnes qui comptaient, étaient réunies dans la capitale, autour du dernier empereur qui s'appelait Moctezuma. Bon, il y a plein d'autres raisons à la rapidité de la conquête, j'y reviendrai. Bon, à partir de là, la civilisation aztèque est détruite. Il va y avoir tout un processus de métissage, évidemment,
qui va se développer. Et on peut dire aujourd'hui que les seuls survivants, enfin, où là, bien sûr, il y a eu du métissage, mais où il reste encore des villages et des poches de civilisation plus, disons, moins touchés par la conquête et le métissage, ce sont les Mayas, puisqu'on va trouver encore aujourd'hui, au Guatemala notamment, des villages qui ne parlent même pas encore, enfin, qui ne parlent pas espagnol, ou qui refusent de parler espagnol, et qui continuent à parler leur dialecte maya. C'est le seul, disons, poche de civilisation qui survit un petit peu, alors que les autres ont été largement éradiqués, hein, ou ont disparu. Bon, ça c'est les principales, hein, Olmec, Teotihuacan, Maya, Toltec, Aztèques, c'est les principales. Il y en a plein d'autres. Hein. Les Mixtèques, les Totonacs, les Zapotèques, enfin bon, parce que c'est quand même une partie grande, hein, de la région de l'Amérique, et donc il y a plein de civilisations qui vont se développer, mais qu'on considère un peu mineures. Bon, peut-être on aura des surprises un jour, mais mineures par rapport aux civilisations dominantes qui sont celles que je vous ai citées. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais reprendre un petit peu ma boussole que j'avais utilisée déjà pour étudier certaines religions, hein, notamment les religions du livre. Je vais vous parler déjà de l'axe mythe, hein, les principaux mythes, c'est-à-dire dans les récits sacrés et les images, les représentations du monde que ces Mexicains avaient, en sortant ce qu'il y a de commun un peu à ces différentes civilisations, sans rentrer dans le détail historique, hein, c'est pas le but, mais déjà de comprendre quels sont leurs textes fondateurs, quels sont leurs mythes fondateurs, quels sont leurs récits inspirateurs, hein, pendant moins 2500 ans, hein, comment ils voyaient le monde, comment ils voyaient l'homme, et ensuite de voir quelles sont les valeurs, hein, quelles sont les valeurs qui découlent de ces mythes et de ces représentations, et quels sont donc ce à quoi ils attachent de l'importance. Alors, on me dirait, ça n'existe plus, oui et non, parce que il y a encore des textes quand même auxquels ces Mexicains font référence, hein. Donc surtout, hein, effectivement, pas forcément dans les villes, mais plus dans les petits villages où on continue sous une enveloppe chrétienne, hein, sous un aspect chrétien, ils continuent à célébrer leurs rites et leurs cérémonies tout à fait pré-hispaniques. Et je veux dire que les Mayas sont vraiment extrêmement habiles, subtils, intelligents pour continuer à pratiquer leurs croyances tout en donnant le change, hein, aux autorités ecclésiastiques, et ils obligent même les curés et les prêtres à bénir les cierges qui vont servir au culte des ancêtres, et il y a une sorte de syncrétisme assez bon enfant qui fait que personne n'est dupe, mais voilà, il y a quelque part ces éléments qui continuent à être transmis. Pour combien de temps ? Je ne sais pas, parce que vous savez que ces régions sont aussi quand même très compliquées, hein, au niveau politique, mais encore aujourd'hui, il y a des poches de survivance, disons, de tout ça. Une toute petite parenthèse, parce que c'est quelque chose que je n'aborderai pas du tout ce matin, mais qui est intéressant de savoir, c'est que dans le Sud, donc dans l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, on va trouver des développements assez parallèles des civilisations qui vont ressembler chronologiquement aux civilisations qu'on trouve dans le Mexique précolombien, avec là aussi des civilisations très développées, très étendues, des fédérations de cités, et puis qui se terminent par une fameuse structure d'empire. C'est le fameux empire Inca, qui est tout à fait l'équivalent pour le Sud, hein, c'est-à-dire pour le Pérou aujourd'hui, de ce qu'était l'empire aztèque pour le Mexique, avec des structures très semblables. Et donc, il n'y avait pas forcément beaucoup de relations
physique entre ces deux pôles, mais un parallélisme vraiment intéressant. Et des mythes, des croyances, des religions, des symboles assez proches aussi l'une de l'autre. Bon, peut-être un jour on ira plus au sud, au Pérou, à Cusco, ou dans d'autres grands sites comme ça. Ça va ? Pour situer, bon, alors évidemment, il faudrait une carte, mais chez vous, vous regarderez la carte. Alors, premier élément, je voudrais vous parler, il s'agit d'un des textes qui n'est pas du tout connu en Occident. Pour ça, aujourd'hui, on va faire une incursion dans un monde inconnu. Un texte qui s'appelle le Popol Vuh. Popol Vuh, je vous l'ai écrit, Popol-Vuh, Popol Vuh. Donc, je vous l'ai amené quand même pour que sachiez que ça existe vraiment, que c'est pas une vue de l'esprit. En tout cas, il y a des gens qui ont travaillé dessus, qui ont essayé de le traduire. Le Popol Vuh, qui est sous-titré « Les dieux, les héros et les hommes de l'ancien Guatemala » d'après le livre du Conseil, puisque ce Popol Vuh, c'est un mot quiché. Quiché, c'est une des ethnies en fait mayas, dont le centre de rayonnement était dans l'ouest du Guatemala actuel, et on le surnomme de plusieurs manières, on lui donne des surnoms à ce Popol Vuh, soit le livre du Conseil, parce qu'en fait les dieux vont tenir conseil, ils vont se réunir, ils vont tenir conseil pour savoir comment il faut créer l'univers, comment il faut créer l'homme, tout ça. Donc le livre du Conseil, et il est souvent appelé aussi la Bible des Mayas Quiché. Quiché, c'est Q-U-I-C-H-E. Maya Quiché, c'est une des ethnies mayas qui donc nous a transmis ce texte. Alors, c'est un texte mythologique qui va être rédigé en langue maya quiché, donc, mais transcrit en caractère latin, puisque ce texte va être vraiment mis par écrit et compilé après la conquête espagnole, une trentaine d'années après la conquête. Certainement par des gens soucieux de sauvegarder toute une tradition qui n'était pas écrite, puisque là, on rentre dans des civilisations où la tradition orale est prédominante, mais avec la conquête et les risques évidemment de destruction, certains Mayas Quiché ont jugé, ils ont bien fait, important de mettre par écrit toutes ces traditions, et c'est ça qui va donner ce texte du Popol Vuh. Alors, pourquoi on l'appelle la Bible des Mayas Quiché ? Eh bien parce que c'est un texte vraiment magnifique, étrange aussi, qui va nous raconter la création de l'univers et la création de l'homme. Donc, bon, voilà un petit peu l'équivalent, entre guillemets, de notre Bible, de notre Genèse hébraïque. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comment ceci est décrit ? Je ne vous raconte pas toute l'histoire parce qu'il y a bien d'autres choses à expliquer, mais le texte explique qu'à partir du vide originel, lorsqu'il n'y avait rien, ni homme, ni univers, ni terre, ni écrevisse, ni rien. Oui, je dis écrevisse parce que c'est cité dans le texte. C'est pas un amour inconsidéré, l'écrevisse, que le ciel. Voilà. Et à partir de ce vide, eh bien, les dieux vont se réunir en conseil et ils vont décider de créer le monde, de le rendre matériel et de le peupler de créatures, parce que les dieux se sentent un peu seuls et ils ont envie de créer des êtres, des créatures qui puissent leur rendre hommage, qui puissent les adorer, faire des offrandes. Et donc ils vont créer la terre, les montagnes,
toute la flore, toute la faune, et donc tout ça est décrit, hein, donc c'est vraiment la Genèse, hein, tout se met en place, pas seulement le ciel, mais la terre, les montagnes, tous les animaux, toutes les plantes, et ils vont créer les premiers hommes. C'est ex nihilo alors, parce qu'ils viennent d'où les premiers? Des forces comme... C'est pas ex nihilo, c'est pas ex nihilo, ce sont des puissances de la nature. Ce sont des puissances de la nature qui sont toujours là. Et ils vont leur donner d'ailleurs des noms très poétiques. Non, c'est pas ex nihilo. Vous verrez, la vision mexicaine, elle est vraiment une vision cyclique, où donc voilà, tout est cycle, tout est vie, mort, renaissance, et donc l'univers est là de toute éternité. Et à un moment donné, il y a un nouveau départ. On peut dire, c'est là une nouvelle création. Et ils veulent créer des hommes. Et là, ça ne va pas être simple. Parce qu'ils vont créer les premiers hommes à partir de la glaise. Et ce premier essai va se révéler assez catastrophique, puisque les hommes, ils n'ont pas vraiment de structure, ils se défont et ils fondent littéralement. Enfin, c'est-à-dire, voilà. Et donc ils vont disparaître de leur propre... c'est pas qu'ils sont détruits, mais ils fondent, hein, littéralement. Et donc évidemment les dieux sont un peu déçus. Et donc ils vont se réunir une nouvelle fois en conseil. Hein. Une seconde tentative est effectuée, cette fois à partir du bois. Et ils vont créer des sortes de mannequins de bois, hein, comme des sortes de marionnettes. Hein. Et le problème de ces hommes de bois, c'est qu'ils vont sans but, comme dit le texte, sans esprit ni sagesse. Bon, voilà, c'est une sorte d'automates, mais bon, qui ne donnent pas satisfaction non plus aux dieux. Et donc là, les dieux décident de les faire disparaître. Donc cette fois, il y a vraiment une volonté de les faire disparaître, et ils vont être à l'origine d'un grand déluge. Tiens donc. Un grand déluge, et donc cette deuxième humanité disparaît totalement, est totalement éteinte dans le déluge. Une troisième tentative est réalisée à partir de graines de haricots. Alors ça, c'est assez original, et là c'est vraiment typique, hein, de ces haricots, vous savez, un peu rouges, hein, couleur un peu sang. Hein. Et là, ça peut faire effectivement illusion, se dire, cette humanité peut être créée à partir de ces haricots rouges. Et là, ils vont être un peu plus évolués, mais ils vont s'avérer frivoles, ces hommes, vaniteux, paresseux, et surtout, ils ne vont pas rendre hommage à leur créateur. Et donc, ça ne va pas du tout. Et ils ne vont pas donner donc satisfaction, et ils vont être détruits. Là aussi, volonté des dieux de détruire. Alors, peut-être c'est une énorme déflagration. Là, c'est par le feu, hein, que cette troisième humanité va être détruite. Et à la fin, dans une ultime tentative, qui est donc la quatrième tentative, les dieux vont finalement faire quelque chose de bien. Ils vont façonner les hommes à partir du maïs. Bon, vous savez que le maïs, hein, est originaire de cette région, et donc c'est une matière noble, qui est en plus jaune, or, enfin voilà, qui est tout à fait magnifique. Et l'humanité va donc trouver sa substance définitive, l'homme de maïs. C'est pour ça que le maïs est aussi célébré, pas simplement comme une nourriture de base, hein, pour faire les tortillas et ça, mais aussi c'est un aliment sacré, qui va servir pour les offrandes. Donc voilà, toutes les pérégrinations et les aventures de ces dieux pour créer l'homme, et avec des tentatives qui échouent, et enfin une dernière tentative qui semble correcte. Après, il y a toute une deuxième partie. Quand est-ce qu'on peut dater le livre du Conseil ? Ah, le livre du Conseil.
Quand il a été écrit, oui, il a été écrit vers les années 1550. Mais, j'insiste, hein, c'est une compilation de récits, de textes qui ont certainement plusieurs millénaires. Et ça se rattache à la civilisation maya ou Non, non, non. Avant. Là, ça se rattache, bien sûr, ça a une forme maya kitché, mais on peut penser que c'est vraiment quelque chose une sorte de vision fondamentale de toute la zone mésoaméricaine, avec des variantes, bien sûr. Le problème qu'on a, c'est que comme presque tout a été détruit, on n'a plus les livres, les codex qui auraient pu nous raconter d'autres variantes dans d'autres régions de la Mésoamérique. Il faut bien reconnaître qu'on est très pauvre et que les sites archéologiques, là faits en pierre, hein, les temples en pierre, sont les seuls témoignages en fait maintenant avec les objets qui ont été trouvés de ces civilisations. Il y a une deuxième partie dans ce Popol Vuh qui narre l'aventure de deux jumeaux. Alors là, je ne vais pas trop détailler parce que j'y reviendrai après avec le mythe essentiel du Mexique, qui est le mythe de Quetzalcoatl, du fameux serpent à plumes. Mais ces jumeaux, ils vont avoir toute une aventure. Sont des jumeaux divins, qui vont devoir aller dans les enfers, dans le monde souterrain, où elles vont être soumises à plein d'épreuves, l'épreuve du froid, l'épreuve du chaud, l'épreuve de la fumée, enfin bon, on leur fait subir plein de choses désagréables, et grâce à leur courage, mais aussi à leur don de métamorphose et de pouvoir aussi parler avec les animaux, ils vont ressurgir victorieux comme le Soleil et comme Vénus, l'étoile Vénus. Savoir que l'étoile Vénus est très très importante pour les Mexicains, que ce soit les Mayas ou les Aztèques, mais j'y reviendrai. Bon, ça c'est une petite parenthèse dans le texte où il y a cette aventure des deux jumeaux qui nous donne une version, la version kitschée du mythe de Quetzalcoatl, qui est vraiment le mythe essentiel de la Mésoamérique. Et après, on revient avec l'histoire des hommes, les hommes de maïs. Bon, ils semblaient donner bien satisfaction, mais une fois les 4 premiers hommes créés, les dieux prennent peur que ces créatures ne les supplantent. Ça, c'est toujours... Ça, c'est un invariant dans beaucoup de mythes de création. Bon, mais ces hommes, ils sont trop bien, en fait, et ils risquent de nous supplanter. Donc, ils décident, les dieux, de restreindre leur sens et leur intelligence. Voilà. Ils leur ôtent certains dons, certaines facultés, pour qu'ils soient quand même pas trop dangereux. Ils vont les obliger à procréer, donc il y a les premières femmes de maïs qui sont créées, pour obliger les hommes à procréer, et donc à se développer, mais toujours avec ces moyens un peu limités, et surtout, ils vont leur enlever l'immortalité. Ces hommes étaient d'abord immortels, et ensuite, les dieux décident de les faire mourir. Pour qu'ils ne se sentent pas tout-puissants. Seuls les dieux sont immortels. Vous voyez, c'est vraiment intéressant parce qu'on trouve des éléments assez invariants qu'on trouve dans d'autres civilisations. Ils ne sont pas chassés du paradis, mais quand même, bon, là, ils n'ont plus accès à l'arbre de la connaissance. Alors, ça ressemble, pour dire qu'il y a vraiment dans l'inconscient humain des invariants, des éléments structurels qui reviennent, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils aient été influencés par les récits de la Torah, les récits chrétiens, ou même les récits mésopotamiens avec les déluges. Donc c'est en parallèle que ça se développe. Ça c'est très important. On dit mais quand il y a des choses qui se ressemblent, mais ils sont allés voir. Non. Et pour construire leurs pyramides, ils ne sont pas allés en Égypte non plus, ni en Mésopotamie pour construire leurs pyramides. Ils ont construit leurs pyramides parce que c'était une représentation de l'univers. La
Hein. Donc c'est vraiment en parallèle. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est justement de voir ces éléments structurels vraiment universels. Et puis comment chaque civilisation va l'exprimer à sa manière. À sa manière, hein, parce que j'y reviendrai, mais les pyramides mexicaines sont différentes des pyramides égyptiennes. Elles se rapprochent plus des pyramides mésopotamiennes, hein, des fameuses ziggourats, que les pyramides égyptiennes. Bref, les hommes perdent leur immortalité, donc, et ce sont ces 4 couples, hein, donc ces 8 humains, hein, 4 hommes de maïs, 4 femmes de maïs, qui vont être à l'origine de toute l'humanité. Et vous allez avoir des généalogies, hein, qui vont être écrites pour faire remonter ces hommes maya quichés, hein, de l'époque de la conquête à ces premiers hommes. Vous voyez, il y a toujours ce souci d'ancrer une culture tout à fait historique, hein, qui va venir beaucoup de temps après, aux premiers hommes. Hein. C'est comme nous, on descend tous d'Adam, enfin d'Adam et Ève. Donc, ils vont faire pareil, puisque le texte va enchaîner sur toute une histoire généalogique qui retrace la vie des descendants des premiers hommes jusqu'aux hommes du peuple maya quiché qui va écrire le texte. Donc c'est une partie plus historique, moins mythologique, mais qui donne une justification sacrée, en fait, à l'histoire de ces peuples. Ce sont descendants des premiers hommes de maïs. C'est pas rien. Donc, on va avoir aussi un épisode un peu similaire à celui de la tour de Babel, puisque cette humanité parle d'abord une langue commune, donc se comprend, et puis il va y avoir un éclatement, et les hommes ne vont plus se comprendre. Il va y avoir une multiplication des dialectes, c'est aussi pour expliquer pourquoi dans cette grande zone mésoaméricaine, il y a tant de dialectes différents, et les hommes ne vont plus forcément se comprendre. Et donc, il se passe le drame suivant, en tout cas dans ce texte du Popol Vuh, c'est que cette humanité n'arrivant pas à s'entendre est une nouvelle fois détruite. Il y a encore un grand cataclysme, là aussi probablement de feu, puisqu'il y a une sorte d'alternance de déluge d'eau et de feu. Et les Mayas, donc les Mayas historiques, hein, ceux qu'ont connus les Espagnols, se considéraient comme des survivants de cette 4e humanité, l'humanité de maïs. Il y a eu un grand cataclysme, mais il y a eu quelques survivants qui ont permis, hein, c'est comme ça qu'ils justifient le fait que cette civilisation, cette culture maya ait continué. Donc ça c'est très important à se rappeler, ils se considèrent comme des survivants, un petit nombre survivants de cette 4e humanité, mais qui est l'humanité noble, hein, de maïs. J'insiste là-dessus parce qu'on va voir tout de suite après que les Aztèques, eux, vont avoir une autre vision. Alors, bon, les éléments essentiels du texte, hein, vous avez compris, c'est la jeunesse de l'humanité avec plusieurs essais infructueux, hein, comme quoi c'est pas facile de créer l'homme. Hein. C'est beaucoup plus difficile que de créer la faune et la flore. Ça montre aussi la spécificité, hein, humaine par rapport à tous les autres règnes. Hein. C'est une création plus compliquée. Des hommes qui vont donc se perfectionner au fur et à mesure, qui sont comme immortels et parfaits et qui ensuite vont être rendus mortels et totalement imparfaits. Et les héros, hein, du récit intermédiaire, ces fameux jumeaux, qui vont être un peu les archétypes de ce parcours de vie, mort et renaissance qu'on trouve dans toutes les civilisations de la Mésoamérique. Bon, voilà pour disons, un des récits, c'est le plus grand récit en fait, hein, mythologique auquel nous avons accès aujourd'hui. Bon, il se réfère à la culture maya quiché, mais c'est pratiquement le seul témoignage qui nous reste. C'est pour ça qu'il est vraiment précieux. Deuxième mythe, donc là,
je vais me référer à la civilisation aztèque, donc, qui va terminer ce cycle des civilisations mésoaméricaines, avec pas un texte cette fois, mais un immense monolithe, un bloc de pierre qui a été trouvé dans les fouilles, lors des fouilles ou lors de construction d'ailleurs à Mexico. Je crois que c'est quand on a commencé à vouloir faire des travaux sur la grande place de Mexico, qu'a été trouvé ce que vous connaissez peut-être. Je cherchais une représentation, malheureusement je n'ai pas trouvé, mais je vous en apporterai. C'est ce qu'on appelle la pierre du soleil aztèque, qu'on appelle aussi le calendrier aztèque. Donc c'est un immense bloc monolithique de lave, puisque nous sommes dans une région assez volcanique, de 3,60 m de diamètre, 1,20 m d'épaisseur, donc c'est vraiment un immense bloc, vous l'avez sûrement vu déjà en représentation, et il se trouve aujourd'hui au Musée national d'anthropologie de Mexico. Et cette pierre du soleil, ou ce calendrier aztèque, avait été sculptée pour commémorer une des fêtes les plus importantes chez les Aztèques, qu'on appelle la fête du feu nouveau, qui se déroulait, ça je vous l'expliquerai un peu plus tout à l'heure, tous les 52 ans. 52 ans pour les Aztèques, on verra, c'est un cycle. C'est un peu l'équivalent d'un siècle du feu nouveau, puisque c'est une fête pendant laquelle on détruit tout, on éteint tous les feux, on détruit tous les ustensiles qui ont servi dans les maisons pendant le cycle précédent, pour renouveler, pour faire un feu nouveau, donc refaire surgir un nouveau feu, et pouvoir rééclairer tous les feux et reconstruire tout ce dont on a besoin, y compris tous les objets domestiques, pour le nouveau cycle. Donc, c'est un peu comme un nouvel an, dans certaines civilisations, mais là, c'était tous les 52 ans. Et donc, ce grand monolithe a été sculpté pour l'année 1479. 1479, donc très peu de temps avant la conquête. Et puisque cette date est sculptée sur la pierre, parce que ça, c'est vraiment une obsession qu'ils avaient de dater, c'est-à-dire de garder mémoire des événements. Et donc, dans les stèles là qui nous sont restées, des stèles en pierre par exemple, qui sont assez nombreuses, notamment chez les Mayas, eh bien, il y a toujours un récit d'un événement et qui est précisément daté. Ça, c'est une de leurs valeurs, sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, l'importance du temps, l'importance des cycles historiques, des cycles temporels, et le fait de garder mémoire. Et c'est comme s'il y avait une sorte de prémonition qu'il serait détruit, pour que quand même la postérité garde mémoire d'un certain nombre de choses. En tout cas, ça c'est une des clés de compréhension de ces civilisations, c'est le rapport au temps, et au temps cyclique. Donc, dans cette grande pierre du soleil, il y a 8 cercles concentriques. Des cercles concentriques au nombre de 8. Le 8e est le plus extérieur, il est à cheval sur l'extérieur de la pierre et aussi l'épaisseur. Donc on ne le voit pas forcément bien de face, mais au moins les 7 autres, oui. Et en fait, c'est une sorte de résumé, là aussi, de la cosmogonie, mais cette fois aztèque. Il faut savoir que les Aztèques n'ont rien inventé au niveau astronomique, au niveau cosmogonique, au niveau de toutes ces connaissances. Ils ont toutes hérité des Mayas. Les grands génies
des calendriers, des révolutions astronomiques, enfin des connaissances mathématiques, astronomiques, ce sont les Mayas, qui eux avaient des cycles de temps beaucoup plus longs. Là, je vous ai parlé des 52 ans, qui est un peu le siècle des Aztèques. Chez les Mayas, c'était 1000 ans. Ils avaient une perspective de temps beaucoup plus large. Et c'est eux qui observaient le ciel avec des instruments extrêmement rudimentaires, des petits rouleaux de jade percés à l'œil nu, puisqu'ils ne connaissaient pas le système de lentilles, qui sera inventé beaucoup plus tard. Et donc ça c'est un des grands mystères qui reste aujourd'hui. Comment ces gens sont arrivés à de telles connaissances, puisqu'ils connaissaient les révolutions de la Terre autour du Soleil, bien sûr, mais aussi de toutes les autres planètes de notre système solaire. Donc Vénus, Mercure, Jupiter, ils les connaissaient parfaitement. Ils connaissaient le zéro, contrairement à ce qu'on a dit pendant longtemps. Évidemment, pour leur calcul, c'était absolument indispensable. Et surtout, ce qui les intéressait, c'était de mettre en relation les révolutions les unes avec les autres. C'est ça qui va donner la notion de cycle. Je reviendrai. Donc, ce qui est intéressant dans cette pierre du soleil, donc oui, pour finir avec cette histoire de transmission de connaissances, c'est les Mayas qui vont transmettre aux Aztèques toutes leurs connaissances, et les Aztèques qui vont un petit peu réduire tout cela. Vous voyez, déjà le cycle de temps d'un millénaire va passer à 52 ans. Et ils ne vont rien inventer de nouveau par rapport aux connaissances mayas, mais avec cette pierre du soleil, on a quand même un témoignage concret aztèque de leurs connaissances. Et donc dans le cercle central, vous avez, je vous ferai une photocopie parce qu'il faut absolument que je trouve, vous avez ce personnage, c'est une sorte de visage avec des mains, avec des griffes, comme des griffes de jaguar. Et ce premier cercle au centre représente le soleil, et pas n'importe quel soleil, c'est le dieu du soleil, mouvement ou tremblement de terre, que les Aztèques vont appeler le 5e soleil. C'est pour ça que parfois on surnomme les Aztèques le peuple du 5e soleil. C'est-à-dire que eux se considèrent non pas des survivants de la 4e humanité, mais comme les porteurs d'une nouvelle humanité, régie par un 5e régent, un 5e dieu, le dieu du soleil, mouvement ou tremblement de terre. Donc c'est une mentalité différente. Parce que là, je vais insister sur les points communs, mais il y a aussi des mentalités différentes, par exemple entre les Mayas, qui se considèrent vraiment comme des survivants, que les Aztèques, qui ont cette puissance aussi d'empire et qui vraiment sont convaincus d'apporter quelque chose de nouveau. Et dans le deuxième cercle concentrique, on va avoir les représentations des 4 soleils ou des 4 dieux régents des ères précédentes. Et donc, ça forme comme on appelle ça le quinconce. C'est un peu comme une... ça, c'est une représentation populaire qu'on va trouver ça. Un peu comme une croix de Malte. Si vous voyez un petit peu. C'est ce qu'on appelle le quinconce mexicain, qui est une des représentations de l'univers. C'est-à-dire avec, pour les Aztèques ici, le 5e, le cœur, c'est vraiment le dieu qui les régit, et les 4 autres. Et on va trouver dans certains lieux des sortes de cryptes sous les pyramides qui vont avoir cette forme. Alors on dit de trèfle à 4 feuilles, de croix de Malte, parce que ça rappelle un petit peu, disons, un élément aussi en quinconce, c'était avec 5 éléments, le centre et les 4 directions cardinales en fait, et comme un élément de quinconce autour du nombre 5. D'éléments avec le cœur et les 4 directions de l'espace. Donc il va être une représentation, ça c'est une représentation symbolique de l'espace et du temps.
chez les Mésoaméricains. Hein, cette fleur à quatre pétales qu'on va trouver souvent représentée, sculptée dans des bas-reliefs ou vraiment représentée comme là dans la pierre du soleil. Le troisième cercle va représenter un aspect du calendrier, d'un de leurs calendriers, puisqu'ils avaient plusieurs façons de découper l'année. Et le troisième cercle représente les 20 glyphes, puisqu'ils ont une écriture hiéroglyphique, glyphique, avec des représentations, soit de profils, d'animaux, enfin, un petit peu comme les hiéroglyphes égyptiens, sauf que ça a mis beaucoup plus de temps à pouvoir être déchiffré. L'écriture maya notamment, son déchiffrement n'est d'ailleurs toujours pas terminé. Il a été assez laborieux pour comprendre les clés. On n'a pas de pierre de Rosette, enfin l'équivalent de la pierre de Rosette pour les peuples mésoaméricains, donc ça a été plus compliqué. Mais ça y est, avec les ordinateurs, maintenant, on est arrivé à le déchiffrer. Et donc là, on a 20 représentations, 20 glyphes des jours du mois, puisqu'il y avait un certain découpage calendrier où le mois était constitué de 20 jours. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que tous les peuples de la Mésoamérique ont un système de numération, de numérotation qui n'est pas décimal, comme le nôtre, mais vigésimal. Vigésimal, c'est-à-dire basé sur le nombre 20. C'est pas décimal, 10, nous qui détâte de la décade pythagoricienne, mais vigésimal. On s'appelle vigésimal, c'est-à-dire fondé sur le nombre 20. Et donc 20 est le nombre symbole de totalité. Vigésimal, V-I-G-E-G-S-I-M-A-L, vigésimal, oui, comme ça se prononce. Et ils disent que voilà, c'est pas simplement les 10 doigts des mains, mais c'est aussi les 10 doigts de pied. C'est-à-dire c'est l'homme dans sa totalité, il est symbolisé par le nombre 20. Et donc, un de leurs calendriers va être constitué de 13 mois de 20 jours, 13 mois de 20 jours, ce qui va donner 260 jours, qui est leur calendrier sacré. Et c'est l'union, comme on le verra, 13 fois 20, 20 de symbole de la totalité de l'homme, et 13, c'est le nombre de cieux. Donc de sphères célestes, de niveaux ou d'étages dans le monde céleste. Donc 13 fois 20, 13 donc le monde céleste, 13 fois 20, leur calendrier sacré était symbole de l'union du monde céleste et du monde terrestre dans sa globalité. C'est-à-dire que tout a une signification évidemment symbolique aussi dans ces calendriers, donc ce qui explique l'importance du calendrier sacré, calendrier religieux de 260 jours, 13 mois de 20 jours. C'est ce qui est représenté dans le 4e cercle de cette fameuse pierre du soleil, où on voit représenter les glyphes des 13 mois de 20 jours. C'est-à-dire qu'il était complètement déconnecté des saisons. Non, pas déconnecté, puisque justement avec cette notion de cycle, parce qu'ils avaient un autre calendrier de 360 jours, plus les 5 jours épagomènes, donc ils avaient aussi le calendrier civil, si je puis dire, de 365 jours, qui lui correspondait parfaitement aux saisons. Mais le calendrier religieux, c'est-à-dire le plus sacré, était pour eux de 260 jours, puisque c'était l'union du 13 et du 20. Il y avait les 20 jours, et puis on associait à chaque jour, on faisait comme tourner une roue de 1 à 13, et donc c'est au bout de 260 jours qu'on retrouvait la même configuration. Et il y avait donc le calendrier plus administratif, civil, de 365 jours, avec pratiquement la même finesse
hein, de calcul que nous avons aujourd'hui, puisque c'était un calendrier de 360 jours auquel ils ajoutaient les 5 jours qui étaient réputés pour eux assez néfastes, hein, où il fallait faire attention de ne rien entreprendre parce que ça risquait de mal tourner. Donc, pour arriver à ce calendrier de 365 jours. Donc, ils avaient plusieurs calendriers. Et tout autour, on a deux serpents, en fait, qui clôturent la pierre du soleil. Avec, entre les deux queues de serpent, en haut, la date, donc de 1479, qui symbolisait cette date d'une fête du feu nouveau, donc qui était faite toutes les 52 ans. Puisque, pourquoi ce cycle de 52 ans ? Eh bien, là, on a trouvé une représentation dans un codex qui est très éclairante. Par exemple, le calendrier de 260 jours et le calendrier de 365 étaient représentés sous forme de roues dentées. De roues dentées comme un engrenage, comme on voit dans le film de Charlie Chaplin, là. Ouais, de roues dentées. Bon. Évidemment, de tailles différentes, puisque vous avez une roue avec 260 dents, l'autre de 365. Et donc, ils imaginaient une position de départ de ces deux roues, chacune tournant à une vitesse, à un rythme différent. Et le jour où ces deux roues se trouvent exactement dans la position du départ, après avoir tourné chacune à son rythme, eh bien, ça donne 52 ans. 52 ans de 365 jours. Ça, vous pourrez faire les calculs. 52 ans de l'année de 365 jours. Ce qui correspond à 73 ans de l'année de 260 jours. Vous pourrez faire la multiplication. 52 fois 365 égale 73 fois 260. Ça donne, j'ai fait le calcul, 18 980 jours. 18 980 jours. C'est pour ça que ce cycle de 52 ans était si important, parce que c'est comme si dans le ciel, il y avait des choses des planètes, des éléments qui se remettaient en même position, en même alignement que tant d'années avant. Donc, c'est pour dire, ils avaient des calendriers. Donc là, en l'occurrence, calendrier de 365 jours, mais aussi de 260, mais ils avaient aussi des calendriers vénusiens de 584 jours, des calendriers associés à chaque planète. Et ce qui les intéressait, et c'est ça qui va donner la notion de cycle, ce qui les intéressait, c'est de mettre ces différents calendriers en relation les uns avec les autres, pour essayer de prévoir quand est-ce que, ce qu'on sait aujourd'hui, quand est-ce que telle planète va être alignée avec telle autre, quand est-ce qu'on va être de nouveau dans la même position, la même combinaison, le même positionnement des planètes les unes par rapport aux autres. C'est dire que leur vision, elle n'est pas simplement Terre-Soleil, ou Lune, Terre, Soleil, mais elle englobe toutes les autres planètes, enfin les autres planètes qui sont connues aujourd'hui et qu'ils connaissaient déjà. C'est ça qui va donner cette notion de cycle. C'est ça qui a créé il y a quelques années ce truc totalement débridé, totalement stupide aussi, de la fin, ça devait être la fin du monde parce que les Mayas l'avaient prévu. Bon. C'était un contresens total parce que justement cette notion de cycle montre que ce sont des cycles, c'est-à-dire il n'y a pas de fin, il n'y a pas de grande déflagration, même dans les grandes déflagrations, il y a des survivants qui font repartir. Donc, une vision, simplement pour vous donner une idée de la complexité, de la sophistication de leurs connaissances en matière astronomique, astrologique et mathématique. Puisque vous imaginez aussi les calculs mathématiques que ceci pouvait engendrer. Et c'est aussi l'un des intérêts du système vigésimal,
par rapport au décimal, c'est que ça peut permettre de représenter de grosses quantités, de temps, d'années et tout ça, avec un nombre relativement limité de caractères. Et on connaît aujourd'hui tous les glyphes qui représentent les nombres. Une unité, c'est un point, une barre, un trait, c'est 5. Enfin, le 0, c'est une sorte de... comme un coquillage, une sorte de conque. Bref, maintenant on connaît assez bien tout ça, ce qui a permis de dater aussi tous les glyphes qu'on a trouvés sculptés sur des stèles ou sur des monuments. Donc on commence à avoir une connaissance quand même un peu plus exacte. Et chaque fois qu'il y avait un événement dans une cité, la nomination d'un nouveau chef, une décision importante par rapport à la collectivité, eh bien, il y avait l'érection de stèles pour garder mémoire de l'événement. Bon, voilà pour cette description rapide de cette pierre du soleil, mais c'est vraiment un peu l'équivalent, enfin, entre guillemets, du Popol Vuh en termes de pièces, de témoignages de leur connaissance mythologique par rapport aux ères précédentes, au 5e soleil, et de leur connaissance mathématique et astronomique. Donc c'est une pièce très très importante. Ça va ? Bon, alors on va faire quand même une petite pause temporelle. Pas tout. Bon, c'est bon ? Alors, troisième élément que je voulais vous raconter. Donc on a vu le Popol Vuh avec le mythe de création de l'humanité, la pierre du soleil avec la vision aztèque et des cycles. Troisième élément qui peut permettre de comprendre aussi leur vision mythique, c'est le mythe de fondation de la capitale de l'Empire aztèque. C'est le mythe de fondation de la capitale, de ce qui sera la capitale de l'Empire aztèque, qui s'appelle aujourd'hui Mexico, mais la ville actuelle de Mexico est construite sur l'ancienne capitale de l'Empire aztèque, qui s'appelait pas Mexico, qui s'appelait... Aïe, non, pas Teotihuacan, non, c'est un autre. Tenochtitlan. Eh ben d'accord, voilà. Vous allez tout comprendre. Tu peux épeler Oui. si on voit pas. T-E-N-O-C-H-T-I-T-L-A-N. Tenochtitlan. Ça, c'est la langue des hauts plateaux, la langue nahuatl. Vous avez beaucoup de TL, Tenochtitlan. Bon, mais on y arrive. Tenochtitlan, Mexico, Tenochtitlan, l'ancien nom de Mexico, s'appelait Tenochtitlan. Alors, écoutez l'histoire de la fondation de Tenochtitlan, parce que quand même c'est quelque chose. En fait, c'est l'histoire d'un peuple, donc les Aztèques, qui partent du nord du Mexique, près de la frontière aujourd'hui avec les États-Unis. C'est un peuple nomade et ils sont guidés par leur dieu. Voilà, tutélaire, je n'ai plus osé prononcer le nom. Ce dieu tutélaire, c'est Huitzilopochtli, que je vous ai marqué là. Alors, bon, peu importe, disons. Ils sont guidés par leur dieu, et ce dieu leur délivre une sorte de prophétie. Et il leur dit « Je vous conduirai là où vous devez aller. » Voilà. Bon. « Je me montrerai sous l'aspect d'un aigle blanc, où vous devez aller, je vous guiderai par mes appels.
Marchez sans me voir, et quand j'arriverai à l'endroit qui me semblera favorable pour vous, je me poserai et vous me verrez. C'est là que vous devez élever un temple, ma maison, d'où je serai prêt à m'envoler. Et c'est toujours là que vous devrez vous fixer, que les gens construiront leur maison. Et donc, c'est le point de départ d'une longue pérégrination vers le sud de ce peuple aztèque, guidé donc par ce dieu, qui va durer plus de 200 ans. Et sur le chemin, ils vont être, ils vont pas être forcément bien acceptés, ils vont même être plutôt rejetés, et ils ne verront pas le signe attendu, et donc ils vont continuer leur pérégrination vers le sud. Jusqu'au jour où ils vont arriver dans une région extrêmement inhospitalière, constituée de marécages, vraiment une région où on n'aurait pas du tout envie de s'installer, mais c'est dans ce marais, dans ce marécage inhospitalier infesté, que la fameuse vision va avoir lieu. Et cette vision, elle est très symbolique. C'est ce fameux aigle, qui est la représentation, l'expression de ce dieu Huitzilopochtli, un aigle posé sur un cactus en train de dévorer un serpent. C'est l'emblème du Mexique. Ils ont gardé ce mythe fondateur de Mexico, un aigle sur un cactus mangeant un serpent. Et on verra la symbolique de ces animaux. Donc, c'est dans ce lieu-là, même s'il était marécageux, inhospitalier, qu'ils vont s'installer. Ils vont assécher les marais, dont il reste un tout petit bout aujourd'hui, intéressant pour les touristes parce que c'est des jardins flottants, c'est là où il y a les musiciens avec les grands chapeaux, tout ça c'est le folklore, mais c'est le lieu qu'ils ont décidé de civiliser. Donc ils vont assécher les marais, ils vont construire, comme leur dieu leur avait demandé, leur ville, et ils vont construire une place. La place principale de Tenochtitlan, c'est la place aujourd'hui de la cathédrale, où est construit la cathédrale, le palais administratif, c'est le Zocalo de Mexico. C'est ce même lieu qui a été investi et qui a été construit sur les vestiges de l'ancienne Tenochtitlan. Bon. Alors, Tenochtitlan, ça vient de la racine donc de la langue des hauts plateaux, la langue nahuatl, Tenochtli, qui veut dire le figuier de barbarie, le cactus, le figuier de barbarie, comme on trouve dans nos chers calanques. Et Tlan, ça veut dire près. T-L-A-N, ça veut dire près. Donc Tenochtitlan, ça veut dire près du figuier de barbarie, qui renvoie à ce mythe de fondation. Et c'est le siège du premier sanctuaire, des premiers temples. Et sur cette grande place, ils vont édifier 78 temples sur des pyramides. C'est un truc complètement... c'est monumental, cette place. Et c'est là qu'on va trouver les principales pyramides, les principaux temples, aux principaux dieux. Là, on est chez les Aztèques, donc ce que vont connaître les Espagnols. Et les Espagnols, en arrivant, ils sont subjugués, fascinés, émerveillés par la beauté de ces monuments et leur magnificence, leur richesse. Il y avait beaucoup d'or aussi, vous savez. Bon. Et ces constructions, ces temples, il va y avoir aussi les collèges, les fameux calmécaques, les jeux de pelote, les jeux de paume qui étaient très importants à l'époque. Il va y avoir toute la vie religieuse, administrative qui va se développer dans ce centre de l'empire en fait, puisqu'ils vont créer vraiment une structure d'empire. C'est là où il y a l'empereur, etc. Et cette place donc, elle est orientée en fonction des 4 dieux principaux. Il y a plein d'autres dieux, mais il y a 4 dieux principaux chez les Aztèques qui sont des formes qu'on va aussi trouver chez les Mayas, chez les Olmèques, c'est vraiment une continuité, mais avec d'autres noms.
Bon, je ne vais pas vous donner les noms mayas parce que c'est totalement imprononçable. Parce qu'il y a des K, il y a vraiment beaucoup de consonnes. Mais ça, c'est les noms aztèques, c'est-à-dire de la langue nahuatl des hauts plateaux. Et vous avez 4 dieux principaux, sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Le fameux Quetzalcoatl, qui est associé à l'ouest, à la couleur blanche, puisqu'il y a donc une représentation de l'espace et du temps, qui est vraiment exactement comme on va trouver dans les mandalas de l'Orient, une structuration de l'espace et du temps, puisque espace et temps sont imbriqués. Donc le fameux serpent à plumes, qui est en fait plus complexe qu'un simple serpent à plumes, le Quetzalcoatl. Coatl, ça veut dire serpent. Quetzal, ça veut dire oiseau. Donc serpent, oiseau. Quetzal, c'est un très très bel oiseau avec des plumes vertes absolument magnifiques. Donc Quetzalcoatl. Tezcatlipoca, qui est le frère jumeau dans certaines versions de Quetzalcoatl. Et là, je vais me raconter dans le mythe de Quetzalcoatl, qui est vraiment très très intéressant parce que c'est très surprenant parce qu'il y a des éléments communs tout à fait étonnants avec le mythe d'Osiris en Égypte, par exemple. Les fameux jumeaux, frères jumeaux. Donc Tezcatlipoca, qui est le dieu au miroir fumant, qui est associé au nord, qui est une dimension, c'est un peu comme chez les Chinois, considérée plutôt néfaste. Le nord, associé à la couleur noire. Tlaloc. Alors Tlaloc, c'est facile à se rappeler. Tlaloc, c'est l'Est, c'est le printemps, le renouveau, la couleur verte. Et Tlaloc, c'est un peu comme une onomatopée, c'est le dieu de l'eau. Puisque Tlaloc, c'est le bruit que fait une goutte d'eau qui tombe. Tlaloc, Tlaloc, ça c'est facile à se rappeler. Chez les Mayas, c'était Tchak. Vous voyez, c'est l'équivalent. Tchak, Tlaloc, Tlaloc. Donc ça c'est l'Est, et Huitzilopochtli, le fameux dieu tribal des Aztèques, associé au sud à la couleur rouge, et c'est un peu le dieu de la guerre, et aussi de ce que les Aztèques appelaient volontiers la guerre fleurie. La guerre fleurie, qui est une notion de guerre intérieure. De combat intérieur, de guerre intérieure, qui permet à l'âme de fleurir. La notion de guerre fleurie, elle est très importante chez les Aztèques. Bon. Tout ça pour dire, donc, encore aujourd'hui, à travers l'écusson, le symbole du Mexique, il y a cette mémoire d'un lieu magique qui relie en fait les différents plans de l'univers. L'aigle, bien sûr, céleste, oiseau. Le cactus qui représente la terre, ou le monde vraiment qui permet de s'incarner. Et le serpent, qui est très très présent dans toute la zone mésoaméricaine comme élément intermédiaire. Comme élément de jonction entre le ciel et la terre. C'est pour ça qu'on va trouver, par exemple, dans des temples, des colonnes verticales à forme de serpent. C'est-à-dire que le serpent, c'est pas simplement celui qui rampe. C'est pas aussi négatif que dans, parfois la vision judéo-chrétienne. Le serpent, il rampe, mais aussi il peut s'élever, il peut se mettre vertical pour relier à ce moment-là le ciel et la terre. Et on a beaucoup de temples avec des colonnes, avec la queue du serpent en haut et la gueule en bas, au niveau où on se trouve. C'est le serpent qui s'incarne, qui permet de relier le ciel, la terre et le monde souterrain. Donc on va retrouver exactement le même scénario dans la fondation de Cusco, donc cette fois Pérou, avec ce lieu où la baguette, il y a une baguette d'un couple primordial, va s'enfoncer dans le sol. Bon. Et là, ça montre à tout le monde que c'est là où il faut s'installer. Donc c'est comme quand les Aztèques voient l'aigle dévorer le serpent sur le cactus. Bon, même si c'est un lieu totalement
inhospitalier, c'est de là qu'il faut s'installer, c'est de là qu'il faut, dans ce lieu magique, avec cet axe, puisqu'il y a aussi cette symbolique de l'arbre qui va relier les trois plans, l'axe du monde, c'est là qu'il faut s'installer. Et c'est là qu'ils vont fonder leur capitale. C'est en fait la seule capitale de toutes ces civilisations mésoaméricaines, parce que toutes les autres cités étaient plutôt des cités-États, un peu comme la Grèce de l'Antiquité, mais pas cette structure vraiment de capitale d'empire. Là, vraiment, tout converge chez les Aztèques vers cette capitale, et c'est ça qui va donner la force, mais aussi la fragilité de cette civilisation. Alors, tout ça pour dire que on va trouver, donc là, je vous ai cité trois grands mythes. Popol Vuh, la pierre du soleil et la fondation de Tenochtitlan. Ça va donc évidemment être relié à la manière dont les Mexicains vont représenter l'univers. Et un élément évidemment omniprésent, c'est la pyramide. La pyramide. On va trouver des dizaines, il y en a sûrement des milliers de pyramides à degrés, avec des plateformes superposées, qui sont des représentations de l'univers. Donc, les pyramides mexicaines ne sont pas des tombeaux, comme les pyramides égyptiennes. N'ont pas vocation à être des tombeaux. Et c'est du ziggurat mésopotamien, en fait, que la pyramide mexicaine se rapproche le plus, avec des degrés, et tout au-dessus, au sommet de la pyramide à degrés, parfois un tout petit temple, mais vraiment de une pièce, sans fenêtre, enfin une toute petite pièce qui est vraiment le sommet. Le lieu le plus sacré. Ces pyramides, elles représentent la structure de l'univers, puisque on va trouver en général 13 étages, 13 cieux, puisque dans la représentation de l'univers, les cieux, le monde céleste, se découpe en 13 strates, donc 13 étages, 13 plateformes, et dans le monde souterrain, on va trouver une pyramide inversée. Dans certains lieux, on l'a bien trouvé. Et cette fois, pas avec 13, mais avec 9 étages. 9 strates, là aussi, donc en pyramide, comme ça, tronquée. Et le monde intermédiaire, c'est le monde terrestre où on se trouve. Donc, gravir, et c'est assez sportif en général, parce que c'est assez vertical, gravir les plateformes avec les escaliers des pyramides mexicaines, c'est à la fois s'élever vers le ciel, aller jusqu'au temple qui est la demeure du dieu quelque part, mais qui est très simple, mais c'est symboliquement aussi faire le trajet dans le monde souterrain, aller jusqu'au plus profond. Et moi, vraiment, en retravaillant un peu tout ça, ça m'a rappelé ce qu'on a vu avec Dante. C'est incroyable. Avec cette espèce d'entonnoir qui nous mène jusqu'au plus profond des enfers. Et c'est là où... donc là, il n'y a pas de purgatoire. Mais en allant jusqu'au plus profond des enfers, jusqu'au 9e enfer, hop, il y a une sorte de tourbillon ascensionnel qui nous amène au monde céleste. Donc, en fait, la pyramide, c'est une double pyramide, dont on ne voit que l'aspect, évidemment, visible, avec les plateformes superposées qu'on grimpe, mais en même temps, on sait qu'on fait le même mouvement dans le monde souterrain. Et ça, c'est le mythe de Quetzalcoatl, quelque part, qui va nous l'expliquer. Ce qui explique la multiplication des pyramides, qui sont des représentations de l'univers, donc qui permet à l'homme mexicain de se relier à l'univers, puisqu'il y a cette obsession de se relier au monde dans tous ses plans.
Et ceci faisait aussi l'objet de rites ou de fêtes où seuls les prêtres pouvaient gravir. Aujourd'hui, les touristes le font, mais à l'époque, c'était pas comme ça. Le peuple restait en bas, et il y avait aussi toute cette vision du prêtre qui montait jusqu'au temple et qui ensuite en redescendait en dansant. Donc, je voulais dire qu'il fallait des prêtres sportifs en dansant, et quelque part il y avait cette mise en scène que pour le peuple qui restait en bas, le prêtre venait du ciel, quoi. Donc il montait la pyramide, descendait, et tout ceci se faisait à certains moments très précis, des équinoxes et des solstices, puisque les pyramides sont en général orientées selon les points cardinaux, et orientées de telle manière à ce que le soleil passe au zénith, c'est vraiment au sommet de la pyramide, à certains moments bien précis de l'année. Donc c'est comme nos cathédrales, orientation par rapport aux points cardinaux, puisque la fête est un moment d'union de l'homme avec ces éléments plus célestes, mais aussi souterrains. Une autre représentation de l'univers qui est vraiment très intéressante, et là qui est spécifique de la Mésoamérique, c'est les fameux jeux de pelote. Les jeux de paume. Peut-être un peu l'ancêtre du football américain, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Non, mais c'est quoi les jeux de pelote? Si vous allez là-bas, vous voyez des grandes prairies, enfin des grands espaces nus, rectangulaires, avec de part et d'autre des gradins, un peu comme un amphithéâtre, et vous avez des anneaux, 2 anneaux, qui sont inclus dans chacun des murs qui se font face. Et ça donnait un jeu, mais qui était plus un jeu rituel qu'un jeu profane, comme aujourd'hui notre foot. C'était un jeu rituel où 2 équipes s'affrontaient, avec une pelote, une sorte de caoutchouc, de latex assez dur, et les 2 équipes devaient se renvoyer la pelote sans la faire tomber, et la faire passer à travers les 2 anneaux. Ce qui était très sportif, et on voit dans certains musées des protections que portaient les joueurs de pelote, puisqu'ils ne pouvaient renvoyer la balle qu'avec leurs articulations. C'était ni les mains ni les pieds, mais les épaules et les hanches. Donc ils avaient des protections, mais je ne dis pas les protections, c'est des protections faites en pierre ou en jade, enfin extrêmement lourdes. Et là aussi, ça supposait donc d'avoir des gars assez costauds pour participer à ce jeu. C'est un jeu vraiment intéressant parce que le jeu lui-même étant nord-sud, les 2 anneaux et le trajet de la pelote est est-ouest. Est-ouest, ouest-est. C'est le parcours du soleil. Et ça, c'était une manière pour les joueurs et tous ceux qui y assistaient de participer de la course cosmique, la course du soleil. C'est-à-dire d'être co-participant de cette course du soleil d'est en ouest, qui est le parcours diurne du soleil, mais aussi le parcours nocturne, d'ouest en est, puisque là on a une croyance, enfin des éléments très proches de ceux qu'avaient les Égyptiens, à savoir qu'il y a le parcours diurne, mais il y a aussi le parcours nocturne du soleil, d'ouest en est, puisque pour qu'il réapparaisse chaque matin à l'est, il faut bien qu'il fasse le trajet ouest-est. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est des éléments de croyance. Dire, bon, ben oui, non, il ne va pas d'ouest en est. Mais pour eux, c'était important symboliquement, cette course nocturne du soleil, même s'ils savaient très bien que la Terre tournait autour de ça. Enfin, c'est compatible avec des connaissances très avancées en matière astronomique. Et pourtant, c'est comme nos expressions quotidiennes. On dit, le soleil se lève, se couche, alors qu'en fait,
c'est de la perception. Donc le jeu de pelote était très répandu. Dans tous les grands sites, on trouve ces jeux de pelote. Et à Mexico, il y en avait aussi. Et c'était un jeu vraiment rituel où il fallait aider la course du soleil diurne et nocturne. Et il y avait sur les bas-reliefs, sur les murs de chaque côté, des bas-reliefs, des sculptures pour rappeler cette vision symbolique de la course solaire. Bon. Quelques exemples. Donc il faut bien se rappeler, la pyramide, le sont des représentations en fait de l'univers. Donc il y a beaucoup d'occasions pour l'homme mexicain d'être en relation avec ce fonctionnement de l'univers. Et c'est toujours à ciel ouvert. Puisqu'en fait, dans le temple, qui est tout petit, quand il existe au sommet de la pyramide, il n'y a que le prêtre, un seul, qui pénètre. Donc toutes les autres fêtes, tous les autres rites se font dans la nature, à ciel ouvert. Ce qui permet une observation beaucoup plus évidente des constellations, des planètes, de tout ce fonctionnement cosmique. En fait, c'était un jeu sacré. C'est un jeu sacré. Oui, c'était un jeu sacré. Pour ça, je disais l'ancêtre du football américain. Bon, c'est pas tout à fait ça. Alors, nous trouvons donc, ça on a déjà évoqué, en fait 3 grandes figures symboliques qui permettent de comprendre un peu leur représentation. 3 animaux qui sont, je n'ai pas trop parlé jusqu'à maintenant, mais le jaguar, le serpent et l'oiseau. Jaguar, serpent, oiseau. Et en l'occurrence, dans la zone mésoaméricaine, l'oiseau c'est un aigle. Dans la zone andine, c'est le condor. Vous savez, le condor pasa là. La chanson. Condor pasa. Bon, voilà. C'est l'équivalent. Mais dans la Mésoamérique, c'est l'aigle. Jaguar, serpent, oiseau. Et chacun est associé à un monde. Le jaguar au monde souterrain. Le serpent, je l'ai dit, au monde terrestre intermédiaire. Et l'oiseau au monde céleste. Donc le jaguar va être une divinité à part entière, une divinité souterraine, qui va être l'expression des forces telluriques, enfin des forces chtoniennes, des forces du monde souterrain. C'est le jaguar qui avale le soleil au crépuscule. Et il va symboliser la course nocturne du soleil. Donc on va trouver de très très beaux jaguars représentés en statuaire ou sculptés, parfois avec des ronds sur le corps comme pour exprimer les constellations qui sont aussi les constellations nocturnes du ciel nocturne. Donc le jaguar c'est un animal très puissant, comme une sorte de tigre, un animal très puissant, et qui symbolise cette force, cette puissance chtonienne du monde souterrain, qui n'est pas du tout un monde mauvais, mais le monde de la transmutation, où quelque part on reprend des forces, comme à l'image du soleil, qui se régénèrent dans le sous-terre. Jaguar. Donc ça c'est intéressant par rapport à la plus ancienne des civilisations, les Olmecs, où il y avait beaucoup de représentations d'hommes jaguars quelque part, ou de bébés avec un visage vraiment qui rappelle le masque du jaguar. Le jaguar est le symétrique donc de l'aigle, et l'aigle c'est le symbole des forces célestes. Et donc on va avoir un certain nombre d'associations, très nombreuses associations, jaguar, aigle.
L'aigle pour le monde céleste, jaguar pour le monde souterrain. Par exemple, les Aztèques avaient développé des ordres de chevalerie, donc on a gardé quelques traces. Et il y avait l'ordre des chevaliers aigles et l'ordre des chevaliers jaguars, chacun représentant un aspect du soleil, quelque part diurne ou nocturne. L'empereur aussi aztèque était sur un trône recouvert d'une peau de jaguar, posé sur un tapis de plumes d'aigle. Enfin, voilà. Cette association jaguar-aigle, vous la trouvez très souvent. Et le serpent, qui est l'animal qui les relie. Donc le serpent est une force médiatrice, en plus des mues du serpent, qui symbolise les cycles. Serpent perd sa peau, la mue du serpent, c'est aussi la notion cyclique de mort et renaissance. Bon. Et en plus de ça, c'est lui qui, expliqué, relie vraiment le monde céleste et le monde terrestre au souterrain. Donc on va trouver de manière omniprésente ces représentations dans les sculptures, dans les bas-reliefs des pyramides, ces trois animaux, jaguar, aigle, serpent. C'est pour ça que la figure de Quetzalcoatl, qu'on dit serpent à plumes, c'est-à-dire serpent oiseau, est en fait beaucoup plus une figure jaguar, serpent oiseau. C'est-à-dire il relie vraiment les trois mondes et pas simplement serpent oiseau. Donc c'est la figure emblématique, je dirais essentielle, commune à toutes les civilisations, même s'ils ne les appellent pas exactement de la même manière, mais en tout cas dans les peuples des hauts plateaux, donc aztèques, c'est Quetzalcoatl, le jaguar serpent à plumes. Rien à voir avec le film de Coluche. Je vous vois venir. Le jaguar serpent à plumes Quetzalcoatl. Alors, qu'est-ce qui nous raconte ce mythe de Quetzalcoatl? Il y a vraiment des ressemblances étonnantes, très étonnantes, avec le mythe égyptien d'Osiris. Je dirais vraiment presque calqué. C'est incroyable. Donc, Quetzalcoatl, il y a beaucoup de versions du mythe, mais dans une des versions, on raconte qu'il est le souverain d'une ville au nord qui s'appelle Tula, qui est la capitale des Toltecs, donc roi Toltec, a priori, et il est entraîné par son frère jumeau, Tezcatlipoca, qui le fait boire, qui l'enivre. Et le pauvre Quetzalcoatl ne sait plus trop ce qu'il fait, et il va, en toute inconscience, rompre son vœu de chasteté. C'est une des versions du mythe. Donc, poussé par son frère, jumeau, cette notion de gémellité, elle est vraiment universelle. Il va rompre son vœu de chasteté, il va donc être chassé, il ne peut plus être roi de Tula, il va être chassé de la ville de Tula. Et il va aller vers l'ouest, parvenir au bord de la mer, donc qui serait l'océan Pacifique, et disparaître dans le monde souterrain. Là, il va subir plein d'épreuves, démembrer les épreuves, comme on va trouver dans le Popol Vuh, l'épreuve du froid, l'épreuve du chaud, enfin on va lui donner plein de choses à faire. Et finalement, il va ressurgir à l'est sous la forme de l'étoile Vénus, en tant qu'étoile de l'aube, parce que vous savez que Vénus, elle apparaît parfois le matin, parfois le soir, parfois il y a l'occultation de Vénus. Bon. Comme l'étoile Vénus, l'étoile de l'aube. Donc c'est vraiment le récit, le scénario archétypal de la vie, de la mort, qui est provoqué par le frère jumeau,
les épreuves et la renaissance. Et Vénus, en tant qu'étoile de l'aube, aussi en tant qu'étoile du soir, mais surtout en tant qu'étoile de l'aube, était vraiment une étoile très importante pour les Mexicains. Ce qui est intéressant, donc vous voyez, c'est vraiment très proche d'Osiris, qui est coupé en morceaux par son frère Seth, démembré, les morceaux dispersés, et ensuite rassemblés par Isis, qui féconde et donne naissance à Horus. Bon, là, il n'y a pas la naissance du fils, mais il y a exactement ce même scénario de descente aux enfers. Et Quetzalcoatl, donc qui devient vraiment Quetzalcoatl à la fin, puisque le serpent à plumes, c'est un jaguar serpent à plumes, c'est-à-dire il a relié ces trois natures. Pendant sa descente aux enfers, il change de visage et il devient chien. Alors ça, c'est vraiment intéressant aussi, parce que là aussi, on va trouver cette figure du chien associée au monde souterrain. En Égypte, c'est Anubis un peu, hein, le chien chacal. Cerbère en Grèce. Hein, voilà, le chien. Chez les Mexicains aussi, on va trouver cette représentation symbolique du chien. Et donc Quetzalcoatl se transforme en espèce de chien, et on va lui donner l'ordre de retrouver les os des ancêtres, les ossements de ses ancêtres. Et donc il part à la quête, il y a toute une quête des os, des ossements de ses ancêtres qu'il va retrouver, qu'il va perdre, qu'il va retrouver, qu'il va moudre, et qu'il va de nouveau irriguer ou revitaliser avec son sang. Et quelque part, l'humanité, dans ce mythe de Quetzalcoatl, va surgir de ces os, enfin une nouvelle humanité, va surgir de ces os des ancêtres irrigués par le sang de Quetzalcoatl. Ce qui va donner aussi ce rite sur lequel les Espagnols ont beaucoup glosé, qui est l'importance du sang humain, dans ce sens de sacrifice ou de pénitence, et aussi ce sacrifice évidemment qui nous semble totalement barbare, qui est le fait d'arracher le cœur d'une victime sacrificielle avec un couteau d'obsidienne pour l'offrir au soleil, et qui est en même temps le fait de revivre ce mythe de Quetzalcoatl où il faut le sang humain comme sacrifice pour que l'univers continue à fonctionner. Alors évidemment, on ne peut pas nier le fait que probablement il y a eu ces sacrifices qui ont été perpétrés avec cette victime dont on arrachait le cœur, quand même, ça semble très... ça dépend. Ça dépend. Non, mais tu fais bien de poser la question. Disons, justement, c'est très intéressant comme question, parce que, évidemment, quand les Espagnols voient ça, ils trouvent ça totalement barbare. Et ils l'interprètent comme une punition, comme un châtiment. Celui-là, donc... parce qu'ils ne peuvent pas l'imaginer autrement. Et c'est pour ça qu'ils vont aussi faire plein de relations, notamment sur le jeu de pelote, où ils vont expliquer que c'est le capitaine de l'équipe perdante qui est sacrifié. Et en fait, aujourd'hui, avec les recherches qui ont été faites, il semble que ce soit exactement le contraire. Puisque à l'époque, disons, d'apogée de ces civilisations, je sais que c'est difficile, ça peut être difficile à comprendre, mais quelque part, c'est un honneur que d'avoir son cœur offert au soleil, puisque c'est le plus grand sacrifice qu'il puisse... Et il est possible, donc, en toute petite quantité, ces sacrifices pouvaient être perpétrés, tous les 52 ans, par exemple, ou le capitaine de l'équipe victorieuse
Et en ce sens-là, ça a une toute autre signification. Avec le temps qui passe, il est possible que lorsque les Espagnols arrivent et voient une civilisation qui est en décadence, c'est pour ça que la conquête aussi est rapide, puisque cet empire aztèque n'est plus à son apogée. C'était très court, hein, mais il est en sorte de déliquescence. Il est possible que pour des raisons de superstition, le nombre de sacrifices humains été augmenté, hein, par sorte de réflexe de survie, et que là, oui, c'est pu prendre une notion vraiment de punition. C'est-à-dire qu'on allait peut-être chercher des délinquants, des gens qui étaient condamnés mais ça n'a plus du tout la même signification. Et donc, là, encore aujourd'hui, on est très imprégné de la vision espagnole qui ne pouvait pas concevoir, disons, ce sacrifice, cet esprit de pénitence, de sacrifice suprême. Et donc, on a eu une lecture même Jacques Soustelle, hein, qui a écrit La vie quotidienne des Aztèques, est encore dans cette vision d'une punition. Donc, voilà. Donc, c'est un sujet très, très délicat, comme tous les thèmes, hein, d'anthropophagie, de sacrifice humain, dont les ethnologues aujourd'hui s'accordent à dire qu'en fait c'était relativement présent dans toutes les sociétés archaïques, mais dans un but rituel. Et qu'après, lorsque les sociétés rentrent en décadence, on perd le sens, et donc ça plus le sens initial. Ce qui est intéressant aussi dans ce mythe de Quetzalcoatl, donc c'est tout ce scénario de vie, mort et renaissance, c'est que les Aztèques étaient persuadés que Quetzalcoatl avait disparu vers l'ouest et quelque part qu'il reviendrait un jour en tant que personnage humain par l'est. Bien sûr, il était dans le mythe, il est ressurgi comme étoile Vénus, très bien. Mais il y avait aussi cette idée, quelque part un peu décadente, que Quetzalcoatl avait disparu, qu'il reviendrait tel un homme providentiel par l'est. Et lorsque Hernán Cortés est arrivé à cheval sur un animal que les Mexicains ne connaissaient pas le cheval, avec des armes de feu, hein, des baïonnettes et tout ça, qu'ils ne connaissaient pas non plus, l'élite aztèque, tout l'entourage de l'empereur Moctezuma, a cru que c'était le retour de Quetzalcoatl. Et donc, la première réaction a été de lui ouvrir grand les portes. Ils ont assez vite compris que les intentions de Cortés n'étaient pas franchement pacifiques. En plus, Cortés a séduit la princesse, je ne vais pas sur les détails. C'était trop tard. Les Espagnols étaient dans la place, mais ça explique. De toute façon, la conquête, elle aurait eu lieu puisque c'était une civilisation déjà sur le déclin. Mais ça explique la rapidité et l'énorme contresens aussi de l'arrivée de Cortés, qui a été accueilli comme un sauveur, comme un libérateur et comme un être auréolé sur ce cheval avec ses armes de feu totalement inattendues, irréelles. Et tout ça pour expliquer que ce mythe de Quetzalcoatl, il était encore très très vivant au moment de la conquête. Et il imprégnait vraiment les esprits, à tel point qu'il y a eu quand même une certaine méprise. Voilà. Donc, c'est un récit, là je vous le raconte très très rapidement, mais il faut savoir, c'est un peu l'épine dorsale, hein, ce mythe de Quetzalcoatl, de nombreuses civilisations de la Mésoamérique. Hein, ce personnage. Alors il y a beaucoup de versions, des versions très variées, hein, de ce mythe, mais ce scénario de vie, quelque part péché entre guillemets, faute, épreuve dans le monde souterrain et ensuite renaissance de manière lumineuse, est extrêmement présent. Et donc c'est tout le parcours en fait, jaguar, aigle, serpent,
qui est raconté dans ce mythe. Alors, je voulais vous raconter la fête du feu nouveau, mais ça sera pour une autre fois. Cette fête du feu nouveau, bon, je l'ai déjà un petit peu expliqué, elle était aussi appelée très joliment la ligature des années. Et chaque année de ce cycle était symbolisée par un roseau. Et donc, on ligaturait, on liait ces 52 roseaux comme symbole de cette fête. Donc je vous l'ai déjà dit, le prêtre qui est officier, tous les gens dans les villes et les villages éteignaient tous les feux, se défaisaient de tout ce qui leur avait servi, et dans une sorte d'attente assez inquiète aussi, ils voyaient le prêtre monter au sommet de la colline. Donc le prêtre montait au sommet de la colline avoisinante et avec 2 morceaux de bois frottés l'un contre l'autre devait faire surgir un nouveau feu. Et c'est pour ça qu'il y avait une sorte d'attente inquiète, parce que c'était pas du tout évident, c'était pas automatique que le feu nouveau surgisse. Donc là, il fallait bien assumer, le prêtre, d'y arriver. Et donc, cette étincelle nouvelle jaillissait et il redescendait avec ce feu nouveau et il rallumait tous les foyers, tous les feux domestiques. Chaque maison avait de nouveau son feu nouveau. Et c'était l'allégresse, évidemment, puisque c'était un nouveau cycle qui démarrait. Donc là, on a des récits très 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 beaux de ces fêtes, qui est la principale fête que les Espagnols ont vue, et vis-à-vis de laquelle ils ont eu des mots très 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 durs, ne comprenant pas ce rite du feu nouveau. Bon. La descente au flambeau, qui se pratique aujourd'hui, oui. Bon, ça n'a pas du tout le même enjeu, la même symbolique, mais on a déjà assisté à des descentes au flambeau. Bon, c'est toujours une résurgence tout à fait profane, évidemment, de ce même rite où on va chercher le feu en haut et on redescend. Non, mais pour montrer qu'il y a même si on n'en est pas conscient, des résurgences, des survivants de ce sacré qui est aujourd'hui camouflé, mais qui est là. Bon. Donc pour eux, c'était vraiment la manière pas simplement de changer d'année, mais de changer de siècle. Et c'est comme pour nous l'angoisse de l'an 1000 ou l'angoisse de l'an 2000, qui est le fait de dire, est-ce que ça va continuer? Même si quelqu'un savait que ça allait continuer, il y a toujours quand même un petit moment d'inquiétude. Bon, je vais terminer simplement par une chose, pour vous expliquer que tous ces mésoaméricains, ils avaient des connaissances, extrêmement étendues dans tous les domaines, mathématiques, astronomiques, médicales. Toute une pharmacopée basée sur la connaissance des plantes, extrêmement traditionnelle, des connaissances scientifiques. Ils attachaient beaucoup d'importance à l'éducation. Ils avaient des collèges pour éduquer. Les prêtres aussi recevaient une éducation religieuse extrêmement développée. Et tous ces codex, ces bibliothèques de codex ont été détruites. Il faut savoir par rapport aux codex, on les appelle aussi des livres peints. Ils étaient faits soit sur une peau d'animal, type cerf, daim, vous voyez ce type de peau, soit à partir de fibres végétales, comme les papyrus égyptiens, de l'écorce de ficus ou de l'écorce d'agave. Donc c'est cette écorce qui était travaillée, sur laquelle il passait une sorte de couche de chaux et il peignait dessus. Et ce qui est très spécifique, parce que je crois que ça on ne le trouve pas trop ailleurs, c'était des feuilles comme ça qui étaient collées
les unes aux autres par la tranche pour en faire comme des accordéons. Donc les codex se présentent sous la forme de papier qui se déplie. Les deux faces étant peintes. Et qu'est-ce qu'il y avait donc sur ces codex? Eh bien, toute l'histoire de leur mythe, leur histoire avec les personnages, les événements, les connaissances. Donc là, je l'ai apporté, si vous voulez jeter un œil. Donc, c'était extrêmement coloré. Et c'était la base aussi de la transmission des connaissances avec comment préparer la nourriture. Enfin, il y avait des codex, c'est vraiment l'équivalent de nos livres pour tout. Les connaissances les plus profanes, les plus prosaïques, jusqu'aux connaissances les plus subtiles. Et donc, il y avait... là, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est surtout ce qui est subsisté, c'est des codex de l'époque hispanique, donc ce qu'on appelle les codex coloniaux, qui ont été faits après la conquête, donc avec une langue qui n'est plus la langue originelle, et il ne reste que quelques fragments de 4 ou 5 codex pré-hispaniques, pour dire que plus de 99,99% de toutes ces bibliothèques ont été détruites. Donc à Paris, il reste un morceau, à Dresde, il reste un morceau, à Madrid, il reste un morceau, et tout le reste, ce sont des morceaux de codex coloniaux, qui évidemment, là oui, ces codex de l'époque hispanique sont des sortes de mélanges de connaissances préhispaniques et de connaissances apportées par les conquistadors. Ça c'est un codex colonial évidemment. Et donc voilà, vous avez comme ça des représentations avec des sortes de conventions pour la parole. Donc vous avez par exemple la volute, une volute. C'est comme dans nos BD, une volute qui sort de la bouche d'un personnage, où c'est le signe de la parole. Une pyramide en feu, c'est le symbole de la conquête. Donc vous avez un certain nombre de codes. Et là, pour les représentations des dieux, donc justement de Quetzalcoatl, Tezcatlipoca et les autres, on a quelques restes de morceaux de codex où on a de très très belles représentations. Alors évidemment, c'est pas du tout nos canons artistiques occidentaux. Donc c'est vrai que ça demande un effort. Ça demande un effort, comme la lecture du Popol Vuh, ça ne nous est pas familier, parce que c'est toute une autre symbolique. Simplement pour donner un exemple, on a des déesses mères. Alors nous, la déesse mère, c'est soit la Vénus de Lespugue, c'est soit la déesse avec des belles formes plantureuses, soit la Vénus de Milo, comme archétype féminin. Bon, eux, leur déesse mère, c'est souvent des déesses à tête de mort. Avec des colliers de tête de mort, avec des jupes, avec des serpents entrelacés. Bon, c'est choquant. Tu diras, ça c'est une déesse mère, symbole de la féminité, la maternité, la fécondité. Bon, voilà, c'est différent et en même temps ça renvoie à des archétypes universels, mais avec une forme d'expression, de représentation qui ne nous est pas familier et qui est encore aujourd'hui très peu connue. Qu'est-ce qui vous permet de dire que ce sont des déesses mères? Parce qu'elles ont des noms qui fait référence à la fécondité, à l'eau. Par exemple, il y a des déesses qui étaient invoquées pour les accouchements. Pachamama, c'est au sud, mais c'est l'équivalent. La déesse Coatlicue, justement, qui a cette tête de mort, et elle était liée à l'eau, à la fertilité, à la fécondité. Donc je dis déesse mère, c'est l'équivalent conceptuel de nos déesses mères.
symbole de fécondité, de fertilité, de protection de la vie, quoi. Mais pour eux, la vie s'exprime autant à travers une tête de mort, ou du sang, qu'à travers une plante qui rejaillit, qui pousse, ou un épi de blé, des choses comme ça. Donc il y a tout un... Là je vous ai parlé que de quelques dieux essentiels, mais il y a tout un panthéon, et ces dieux étaient représentés dans les codex. Donc c'est là aussi où vous trouvez les fameux glyphes, qui représentent les noms propres, les dates et tous les concepts. Vous voyez, c'est très coloré. Et donc ça se lisait en accordéon. Quand on avait fini, on repliait l'accordéon. Un petit peu comme les livres tibétains. Voilà, donc les codex. Donc il y a quelques facsimilés qui ont été faits pour qu'on puisse quand même avoir accès à ces... Donc, vous voyez la volute dont je vous parlais, pour symboliser la parole. Ça c'est très fréquent. C'est c'est l'ancêtre des bulles. Bon, c'est un premier aperçu. J'ai conscience que c'est premier aperçu. Alors c'est vrai, très mythologique, très empreint, évidemment, de religiosité, de spiritualité, ce que vous voulez. Mais en même temps, ce qui me semble intéressant, je dis philosophie d'ailleurs, c'est qu'il y a tout un sens donné à la vie. Et je dirais que là, ce qui ressort de toutes ces civilisations de la Mésoamérique, c'est le rapport au temps, le rapport à la mémoire et le rapport avec la nature. Ce qui donne sens à la vie d'un Mésoaméricain de l'époque, c'est le fait de se relier à l'espace et au temps, enfin, se relier au cosmos, se relier aux étoiles, se relier aux planètes, et d'être co-participant actif de cet entretien cosmique. C'est-à-dire, il n'est pas un spectateur, il est un acteur à travers les rites, les fêtes, tous les cultes. Donc ce lien avec la nature, et ce lien avec le temps qui passe, et de se sentir héritier d'un passé et vers un futur. Cette notion cyclique du temps. Ça vraiment, ça les imprègne au plus haut point. Bon, même si aujourd'hui, la grande partie de toutes ces civilisations ont disparu, à part les Mayas, il y a cette obnubilation de se situer dans un sens, direction temporelle, historique. Et que tout prend sens à travers ce passé, présent, futur. Et ce lien avec la nature. Lien avec la nature, très fort, qu'on va retrouver évidemment chez les Indiens d'Amérique du Nord, mais avec lequel ils partagent vraiment cet amour du lien avec le cosmos. Et pour eux, c'est pas une figure de rhétorique, quoi. C'est pas intellectuel, c'est pas conceptuel, voilà. Ça fait vraiment partie de leur vision. Et c'est en ce sens que je dis qu'il y a une philosophie. Parce qu'il y a une philosophie de vie. Enfin, il y a des choses qui donnent sens à la vie. Ça va ? Bon, on fera un niveau 2 sur le Mexique.